Nous sommes encore en direct du plateau télé service jeunesse à la ville de Blois au gymnase Tabarly pour ce forum lycéen 7e édition. Donc je suis Aurélien, animateur à la ville de Blois et avec vous cet après-midi, entouré de... Donc Floriane, Et Emma. du lycée Augustin Thierry. Ben, présentez-vous en quelques mots. Oui, bonjour. Je vois qu'il y a une bonne animation et qu'il y a une bonne ambiance, hein. Donc on va se trouver à l'aise là. Oui, moi, Marcel Lallier, j'ai 70 ans et je suis un pur produit EDF. Un peu EDF, c'est ceux qui font l'électricité, entre autres, qu'elle soit hydraulique, qu'elle soit thermique, nucléaire ou énergie nouvelle, hein. Ça englobe tout ça. J'ai commencé ma carrière il y a très longtemps, dans les années 60, et j'ai connu qu'un seul employé. Voilà. Donc lorsque je parlerai de mobilité fonctionnelle, je serai mal placé. Mais à l'intérieur de la maison EDF, il fallait bouger, puisque environ tous les 7 ans, j'ai bougé. Hein, j'ai bougé, déménagé, avec les incidences que ça peut avoir sur la vie familiale, hein, et sur la vie scolaire des enfants. Mais ça donne d'autres avantages. Alors, j'ai une formation un peu atypique très rapidement, dans ce sens que j'ai commencé mon métier en 60 avec un CAP comme électricien technicien. Et puis au fil du temps, avec la volonté de travailler et de progresser dans des différentes formations que j'ai pu avoir, je suis arrivé à être ingénieur et à être directeur cadre supérieur. Voilà. J'ai fait les centrales, le démarrage des centrales de Chinon dans l'Indre-et-Loire, Fessenheim dans le Bas-Rhin, et puis les services centraux parisiens où c'est une obligation quand on arrive à un certain niveau hiérarchique d'aller voir ce qui se passe dans les services centraux parisiens, hein. Après la Chine, je suis allé 2 ans en Chine sur le démarrage d'une fin de construction et démarrage d'une centrale nucléaire à Dayabé. Et puis je suis revenu et j'ai terminé sur le projet EPR. Bien, merci. Et vous, monsieur? Oui, bonjour, je suis Arnaud Kéroulé, je travaille pour la société Worldline, c'est une filiale du groupe Atos. Atos, c'est l'entreprise qui organise l'informatique des Jeux Olympiques, c'est une référence. Pour ma part, donc, j'ai une formation juridique, mais je suis DRH de l'activité, enfin directeur des affaires sociales plus exactement. Donc sur le site de Blois, mais j'ai une compétence sur la France. En France, il y a 3000 salariés. Et dans le monde, on est 7000, et le groupe Atos, c'est 80 000 dans le monde. Donc là, je ne vais pas vous parler de moi, je vous parlerai plutôt des métiers d'informatique. Parce que ce sont des métiers sur lesquels nous recherchons des profils. Il n'y a pas assez d'informaticiens en France pour toutes les offres d'emploi proposées par les entreprises françaises. Sachez que les écoles informatiques en France, aujourd'hui, c'est 50% d'étudiants étrangers. Donc les écoles informatiques françaises sont pleines d'étudiants aussi, mais il manque peut-être que les petits Français pourraient aussi s'intéresser à ces métiers qui sont porteurs, puisque nous manquons de professionnels dans ces métiers-là. Très bien, vous avez une première question à leur poser? Alors oui. Est-ce que c'est difficile de prendre des grosses décisions comme par exemple être muté dans un autre pays ou des choses comme ça? Oui, moi je vais vous parler de la mobilité. Aujourd'hui, hier et encore plus aujourd'hui pour vous, la mobilité va être indispensable. Si vous voulez avoir des responsabilités et les exercer, il va falloir être mobile. Mobile géographiquement, mais mobile aussi au niveau fonctionnel. Donc vous me parlez géographiquement, hein. Oui, c'est indispensable. Et le corollaire, c'est la langue. Voilà, alors si vous voulez être mobile géographique, il faut avoir obligatoirement une langue sur laquelle on puisse exercer dans le pays où vous allez. Voilà. Si je peux compléter ce que dit monsieur, donc notre entreprise Worldline, elle est présente dans énormément de pays dans le monde. Donc nos collègues, sans bouger géographiquement, dans le quotidien, tous les jours, ils fonctionnent avec des collègues qui sont en Allemagne, en Belgique, mais plus lointainement en Inde, en Chine, partout dans le monde. Donc
sous les bouger, prendre la décision de bouger à l'international, c'est-à-dire changer de pays pour travailler dans un site de l'entreprise dans d'autres pays, c'est une chose. Mais déjà au quotidien, tous les jours, ils travaillent avec des collègues étrangers. Donc par exemple, nous avons mis en œuvre dans l'entreprise des formations spécifiques. Comment travailler avec un Indien, comment travailler avec un Belge, même les Allemands, ont des codes de travail, des manières de fonctionner, des manières de vivre qui sont différents des nôtres. Donc c'est absolument nécessaire de s'ouvrir l'esprit, de s'ouvrir, d'être réceptif à ce que va dire le collègue en face pour pouvoir appréhender et travailler ensemble. Donc je dirais qu'aujourd'hui l'informatique, puisque c'est du travail international, on a besoin de profils et de jeunes notamment qui sont bons en informatique, mais surtout j'insiste sur leur capacité à communiquer et à travailler ensemble. Je pense qu'il faut sortir de l'idée de l'informaticien qui une sorte de geek qui est focalisé sur son écran. Ça, c'est pas du tout le profil qu'on recherche chez nous. Et je dirais toutes les entreprises informatiques pourraient vous tenir le même discours que je tiens aujourd'hui. On cherche des gens qui sont ouverts, qui peuvent discuter avec n'importe qui, que ce soit leurs collègues, voire des clients, parce qu'ils sont en contact direct avec les clients aussi. Ça, c'est une autre dimension du métier. Et aussi, ils peuvent être amenés à accompagner les forces commerciales chez le client pour montrer l'aspect technique de l'application en question. Bon. Donc voilà, en 2 mots, il faut être ouvert. La possibilité si on veut saisir l'opportunité de changer de pays pour travailler à l'étranger, ça c'est une chose. Mais déjà pouvoir aussi travailler avec des collègues de pays étrangers. Donc c'est déjà voyager en quelque sorte, tout en restant chez soi. Oui, je compléterai en parlant de culture. Je pense qu'il est indispensable quand on travaille et que l'on a des contacts avec l'étranger, fût-il que ce soit simplement au téléphone, il faut connaître la culture du pays. Il faut moi, mon expérience, c'est que je suis allé en Chine et le non n'existe pas en Chine. Le non, jamais un Chinois parlera de oui ou de non. Il dira oui, mais non, jamais. Il utilisera une expression qui est meio. Meio, ça veut tout dire. C'est il n'y a pas, il n'y a plus, peut-être repasser de main. Il faut connaître ça parce que lorsque l'on discute au niveau partenaire, quand on discute contrat, on ne se comprend pas. Je comprends ce que dit monsieur, c'est tout à fait intéressant parce que on a souvent un partenaire avec Siemens et comment dirais-je BASF, enfin Bosch, pour la vente et le déploiement en Chine en ce moment d'objets connectés. Par exemple, des frigos connectés, des fours connectés, des machines à café connectées, et on démarre souvent les États-Unis en ce moment. Et une anecdote, c'est que j'avais des collègues qui sont allés en Chine justement pour démarrer l'équipe là-bas. Elle demande au restaurateur, pas au restaurateur, mais au serveur, j'aurais tel plat, mais avec leur accent anglais. Bon, le serveur n'a pas compris. Et donc là-bas, c'est très grave parce qu'ils perdent la face. Quand on perd la face en Chine, c'est fini. Donc le gars, il est reparti en cuisine, ils ne sont jamais venus les revoir, ils n'ont pas mangé. Ils sont obligés de repartir parce que personne ne veut les rencontrer parce qu'ils avaient peur de perdre la face. Voilà, un autre exemple, en Inde, pareil. Donc, comme monsieur, les Indiens ne vous diront jamais non. Jamais. Toujours oui, bien sûr. Sauf que votre projet, il va être sorti dans le mois, ils vous disent oui, et 2 mois plus tard, c'est toujours pas fait. Voilà. Donc c'est juste que le non, pour eux, c'est une difficulté, ils ne disent pas. Par contre, ils vous diront des choses qui vont à vous d'interpréter, quoi. Mais voilà, donc c'est des façons de fonctionner différentes des nôtres, mais on s'adapte et puis en se connaissant mutuellement, on évite ces pièges. Voilà. Alors moi je voulais vous demander, comme vous le savez sûrement, donc la thématique du forum c'est tous les métiers sont mixtes. Est-ce que vous pensez que votre métier est mixte ? Qu'il y a autant d'hommes que de femmes ? Je vais prendre la main là-dessus parce que c'est un peu mon domaine en tant que DRH. Donc l'an dernier, en juin 2015, nous avons signé dans l'entreprise un accord avec les organisations syndicales justement pour promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Alors déjà, la première chose, il faut déjà une volonté de direction pour que, je dirais, tous les freins, même les manières de fonctionner de certains, soient revus. Donc ça, c'est la première chose. Seconde chose, dans l'informatique, c'est bien entendu des métiers mixtes, absolument. Il n'y a pas de problème de charge lourde. C'est un ordinateur, un clavier, donc tout le monde, quel que soit le sexe, est à même de travailler chez nous. Et je dirais, on encourage même, bien sûr, on encourage les jeunes filles à aller vers ces métiers informatiques qui sont très épanouissants et très enrichissants. Donc, aucun problème du côté de l'informatique.
Pour moi, je distinguerais deux catégories, le personnel d'exécution, et là c'est vrai qu'on avait un retard très grand. Il n'y a qu'en 92, quand je suis revenu de Chine, que j'ai été nommé à Dampierre, où on a embauché des femmes pour travailler de nuit. Et la législation française ne le permettait pas. Mais la législation européenne le permettait. Donc on s'est appuyé sur la législation européenne pour avoir des femmes qui venaient travailler de nuit. Et ça a été les premières en France. Hein. Et moi j'ai vu le plus que ça pouvait apporter aux équipes, avec du recul, avec de la réflexion plus approfondie, où le garçon était plus impulsif, plus direct, quoi. Bon, très bien, et j'en reviens pour dire ce que disait monsieur, c'est le travail en équipe. Le travail en équipe, c'est formidable, et lorsque l'on a pu y joindre les femmes, ça a apporté encore un plus. Voilà. Et puis donc il y avait l'autre aspect, l'aspect managérial, où là les femmes arrivent à avoir maintenant, puisqu'on a vu des femmes qui étaient chefs de centrale, qui étaient un métier typiquement d'homme, il y a 20 ans maintenant de ça, hein, 20 ans déjà de ça. Hein. Voilà. Donc là, il y a des progrès qui sont faits, malheureusement, il n'y a certainement pas encore les 50% de parité. Hein. Alors, je rebondis par rapport à ça, puisque donc l'informatique, c'est potentiellement, il n'y a aucune contradiction, c'est même au contraire, c'est open, et je dirais plus qu'open, puisqu'on recrute de plus en plus, et on essaie de recruter de plus en plus de femmes. Néanmoins, les écoles informatiques aujourd'hui, il n'y a que 15% de femmes. Voilà, donc vous avez la réponse à votre question. Nos métiers sont mixtes, bien sûr, sauf que sur le marché du travail, on ne les retrouve pas. Donc on aimerait bien, et c'est un appel... que je fais au micro, on aimerait bien qu'il y ait des jeunes qui puissent s'orienter, des jeunes filles vers nos métiers, et c'est sera accueilli à bras ouverts, hein, c'est le cas de le dire. Ouais, moi je pense que ces discussions à laquelle on participe, ça démystifie aussi le métier technique que la fille, la femme, s'aventure pas beaucoup dessus. Hein. La preuve, c'est qu'il n'y en a que 15% qui arrivent. Hein. Voilà, alors n'ayez pas peur. Hein. La peur n'évite pas le danger. Moi, je voulais revenir justement sur le fait que vous parlez tout à l'heure de vos voyages à l'international. Du coup, je voulais savoir si vous faites des formations, est-ce qu'il y a besoin d'être formé pour répondre justement à tous ces codes par rapport aux autres cultures que vous allez rencontrer? Oui. C'est pas des voyages. Hein. C'était on s'est bien compris, vous avez rebondi, compris. C'est indispensable maintenant. Les gens qui partent à l'international ont des formations, des forums sur les connaissances, la connaissance et la culture du pays. C'est impératif. Impératif. C'est une des conditions du succès. Hein. Sinon, d'abord, on ne peut pas communiquer, on communique mal, parce que les codes, on ne les connaît pas. Ouais. Et on peut rater des ventes. Hein. Ouais. On est là-bas comme faire du business, on peut rater des ventes tout bêtement pour des questions de protocole. Hein. Les Indiens, les Chinois, les Japonais ont une manière de fonctionner, une culture différente, qui font que le rapport entre les individus est différent d'une autre, parfois même très hiérarchisé. Si vous ne pouvez pas vous adresser à quelqu'un, mettons que vous avez autour de la table une dizaine de Japonais, et bien, si vous ne vous adressez pas au chef, vous allez avoir un problème. Parce que le chef, il va être, si vous adressez avec quelqu'un de son équipe mais qui n'est pas le chef, lui, celui de l'équipe, peut-être il va pas pouvoir répondre. Déjà, il perd la face, il ne peut pas répondre. Le chef, il va le prendre mal aussi parce que vous n'êtes pas adressé à lui, et là, vous avez tout perdu, hein, en une réunion. Il est indispensable de connaître cette culture. Ce que j'ai eu par expérience, c'est que dans des groupes de travail, il y a toujours un chef. Alors, il y a des chefs techniques, mais il y a des chefs obscurs, surtout en Chine. Et on avait vite compris, c'est ça, on avait vite compris qu'on est allé faire du retour d'expérience auprès d'entreprises qui étaient là beaucoup plus en avance que nous, Peugeot, qui étaient là depuis longtemps. Et ils nous ont dit que dans les réunions, il était indispensable de pouvoir identifier le chef. Et que nos idées que l'on avait, il fallait les faire passer par le chef. Sitôt qu'elles passaient par le chef, elles étaient acquises. Bon, c'était la petite histoire, ça.
Du coup aussi, c'est au niveau de l'innovation, on en parle beaucoup. Est-ce que vous utilisez des nouveaux outils pour justement garder toujours un peu une longueur d'avance sur cette innovation? Ah, enfin, Worldline, notre ADN, c'est l'innovation. Hein. Enfin, nous sommes reconnus sur le marché pour justement notre capacité à innover. Je prends un exemple, alors non seulement ça, mais ensuite on l'encourage et on la démultiplie. Chaque année, nous faisons ce qu'on appelle les Win Awards, c'est-à-dire les récompenses de l'innovation. Donc chaque salarié de l'entreprise au niveau mondial peut proposer un projet. Alors, il y a plusieurs thèmes. Hein. Il y a small yet smart, c'est-à-dire un petit projet mais qui a un impact fort. Il y avait le thème innovation client, puis après innovation technique, etc. Donc, différents thèmes. Et donc la personne, c'est du groupe de 2-3, propose un projet. Donc il y a un jury qui est réuni pour sélectionner quelques-uns. Et ensuite, les salariés de l'entreprise au niveau mondial sélectionnent, votent pour le projet qui les intéresse le plus. Et ces gens, bien sûr, sont récompensés. La première récompense, c'est un peu symbolique, c'est qu'ils sont mis en scène sur une affiche, ils sont placardés sur tous les murs de tous les sites du monde entier. Donc, bon, sur quelque chose de ludique, hein, il s'agit pas, ils ne sont pas en d'oignons, comme ça. Bon. Et puis aussi, on essaie de ce projet de le rendre viable, c'est-à-dire on essaie de le mettre en œuvre, quel que soit le projet en question. Bon, ça c'est le premier point. Le second point, il y a 10% de notre équipe, 10% des salariés de Worldline qui font de la R&D, hein, dans leur temps. Et également, on a créé une filière expert, donc on a 132 experts qui consacrent à peu près 20% de leur temps à l'expertise. C'est-à-dire déjà travailler sur leur expertise, l'améliorer et surtout la diffuser. Hein, parce que l'expertise, il ne s'agit pas de la garder pour soi, c'est de la faire partager aux autres, diffuser le savoir, diffuser la connaissance, pour que chaque équipe puisse progresser. Donc gérer l'innovation et la création d'outils, c'est ce que nous faisons tous les jours pour nos clients et puis en interne aussi. C'est l'informatique, c'est ça. Hein. C'est que si vous ne prenez pas le train, si vous n'investissez pas dans la formation, dans les nouvelles technologies, eh bien la concurrence, on est sur un marché international. Nos concurrents sont les entreprises américaines, les entreprises françaises, les entreprises étrangères, indiennes, enfin, tous les pays. Donc, Worldline réussit régulièrement à les challenges dans les appels d'offres, c'est aussi parce que nous mettons le paquet et l'investissement sur l'innovation. Alors, je ne parlerai pas de l'innovation technique, puisque c'est le métier de base, et que chez nous, l'innovation technique, elle est en amont. Mais sur l'exploitation et le fonctionnement, il y a eu énormément d'innovations de fait, surtout sur la formation. Quand on a sur une centrale, on a un simulateur full scope, réplique identique d'une salle de commande avec un ordinateur derrière, où on met en situation les équipes, leur situation de fonctionnement normal, leur situation d'incidentel, d'accident et du hors conception. Et on filme les équipes. On analyse après avec eux leur attitude et comment ils ont travaillé en équipe, parce qu'on s'est aperçu que l'erreur pouvait être humaine, elle devait être acceptée. Ça n'a pas été facile de faire accepter par la hiérarchie que l'erreur pouvait être humaine si l'équipe est capable de récupérer l'erreur. Voilà. Donc là, on a progressé, on a innové dans ces formations et dans ces méthodes de travail. On ne fait pas une activité dans une centrale sans avoir une procédure qui a été écrite en amont, avec je réfléchis à ce que j'ai à faire, je l'écris et je fais ce qui est écrit. Et je fais contrôler par quelqu'un extérieur. C'est extrêmement lourd, mais c'est à ce prix que l'on aura un niveau de sûreté optimum. Mais je réagis par rapport à ça. Donc, effectivement, dans les centrales, puisqu'il y a un niveau de sécurité maximum à respecter, tout est procéduré. Et ce qui est logique, ça n'empêche pas non plus l'autonomie. À l'inverse, chez nous, par rapport à ce que vous disiez sur l'erreur, nous demandons à nos salariés d'être autonomes, le plus autonome possible. Nous recrutons exclusivement un ingénieur Bac+5 en informatique, donc ce sont des gens sur lesquels on demande de l'autonomie et de la prise d'initiative. Alors qui dit prise d'initiative, forcément dit ce que vous dites, le droit à l'erreur. On n'ira jamais sanctionner quelqu'un qui a pris l'initiative. Et quand on prend l'initiative, on peut commettre des erreurs, mais c'est pas gênant. C'est absolument pas gênant.
Évidemment, après, il faut faire attention. Hein. La conséquence. Quand on est sur le projet client, quand on est en phase de recette ou en phase d'avant-vente, là, évidemment, il faut faire pas d'erreur. Il n'y a pas le droit à l'erreur, c'est clair. Mais tout en amont, quand on est dans la conception, dans la recherche, en phase comment dirais-je, préalable à la création du produit, bah là, toutes les solutions sont envisagées. C'est là qu'il faut être créatif. Et c'est là qu'il peut y avoir des erreurs, mais c'est pas gênant l'erreur. On commet tous des erreurs dans notre vie, c'est pas un problème. Il faut se relever et en tirer les enseignements, c'est tout. Très bien, merci beaucoup. On va clôturer cette interview. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation.